Ce qui me frappe le plus lorsque quelqu'un me dit qu'il ne guérit pas émotionnellement, ce n'est pas sa douleur. La douleur est normale. Et ce qui m'interpelle, c'est la répétition, la même histoire intérieure, les mêmes pensées, les mêmes réactions, année après année. On croit que le problème vient de l'extérieur, d'une rupture, d'un échec, d'un contexte difficile. En réalité, ce qui empêche la guérison n'est pas l'événement, mais la manière dont l'esprit s'y accroche. On pense souvent que ceux qui avancent sont simplement plus forts, plus talentueux ou plus chanceux. Ce n'est pas cela. La véritable différence se joue dans le rapport à son propre monde intérieur. Deux personnes peuvent vivre la même épreuve. L'une en sort transformée, l'autre reste figée. La situation est identique, mais l'interprétation change tout. Le cerveau humain produit des dizaines de milliers de pensées par jour. La majorité ne sont ni nouvelles, ni créatives. Elles sont automatiques, répétitives, souvent teintées d'inquiétude ou d'autocritique. Lorsqu'une pensée revient suffisamment souvent, elle finit par devenir une conviction. Et lorsqu'une conviction s'installe, elle modèle notre perception du réel. À force de se dire « je ne m'en sortirai pas », on finit par agir comme si c'était vrai. Beaucoup de personnes attendent un déclic spectaculaire, une révélation soudaine qui effacerait leurs blessures. Mais la guérison émotionnelle n'est pas un moment, c'est un processus. Elle ne commence pas par un changement de circonstance, mais par un changement d'attention. Là où l'on dirige son attention, on dirige son énergie. Et là où l'énergie va, la vie se transforme. Ce qui bloque, très souvent, c'est la confusion entre soi et ses pensées. On croit être ce que l'on pense, on croit être cette voix intérieure qui critique, qui dramatise, qui anticipe le pire. Pourtant, il existe une distance subtile, mais décisive, entre celui qui pense et celui qui observe la pensée. Tant que cette distinction n'est pas claire, on reste prisonnier de son dialogue intérieur. Lorsqu'une émotion douloureuse surgit, le cerveau active des circuits anciens, conçus pour la survie, l'amygdale déclenche l'alerte, le corps se tend, la respiration se raccourcit. À ce moment-là, la partie rationnelle du cerveau fonctionne moins bien. Ce n'est pas une faiblesse morale, c'est un mécanisme biologique. Si cet état devient chronique, l'esprit s'habitue à vivre en mode défense. Et dans ce mode, on ne construit pas, on protège. Guérir implique donc d'apprendre à sortir de cette vigilance permanente. Cela demande une discipline douce mais constante. Pas une violence contre soi, mais une responsabilité. Comprendre que l'on ne contrôle pas toujours ce qui nous arrive, mais que l'on peut progressivement apprendre à orienter sa manière de répondre. Il y a 7 leçons essentielles qui permettent ce basculement. Elles ne promettent pas une transformation instantanée. Elles offrent quelque chose de plus solide, une reconquête progressive de sa liberté intérieure. Et tout commence par une prise de conscience simple mais dérangeante. Tant que l'on laisse son esprit fonctionner en pilote automatique, on répète les mêmes blessures. La première leçon consiste à comprendre que l'esprit non dirigé devient rapidement un terrain de rumination. Lorsqu'on laisse les pensées circuler sans filtre, elles reviennent presque toujours vers les mêmes zones sensibles. La peur de ne pas être à la hauteur, la crainte du rejet, le sentiment d'injustice, ce ne sont pas des pensées choisies. Ce sont des réflexes mentaux. Et un réflexe, par définition, ne cherche pas la vérité, il cherche la protection. Le problème, c'est que le cerveau ne distingue pas clairement entre un danger réel et une menace imaginaire. Penser à un échec passé active parfois les mêmes réactions physiologiques que si l'échec était en train de se produire. Le cœur accélère, le corps se contracte, l'esprit se ferme. À force de répéter ces scénarios intérieurs, on renforce les circuits neuronaux associés à l'anxiété et au doute. On entraîne littéralement son cerveau à rester bloqué. C'est ici que la neuroplasticité devient une notion essentielle. Le cerveau n'est pas figé, il se modifie en fonction de ce que l'on répète. Chaque pensée entretenue est comme un sentier que l'on traverse encore et encore dans une forêt. Plus on l'emprunte, plus il devient visible et facile à suivre. Inversement, un chemin que l'on cesse d'utiliser finit par disparaître. Guérir émotionnellement, c'est accepter de créer de nouveaux chemins, même s'ils semblent au départ artificiels ou fragiles. Beaucoup pensent que contrôler son esprit signifie supprimer les pensées négatives.
ce n'est ni réaliste ni souhaitable. L'objectif n'est pas de nier la difficulté, mais d'apprendre à choisir à quelle pensée on accorde du crédit. Entre la pensée qui surgit et l'adhésion à cette pensée, il existe un espace. Cet espace est discret, mais il contient une puissance considérable. C'est là que se joue la liberté intérieure. La deuxième leçon repose sur l'attention. L'attention est une ressource limitée. Dans un monde saturé de notifications, de sollicitations numériques et de comparaisons permanentes, l'esprit est fragmenté, chaque interruption affaiblit la capacité de concentration profonde. Lorsqu'on consulte son téléphone dès le réveil, on laisse déjà le monde extérieur déterminer son état intérieur. Au fil des heures, cette dispersion crée une fatigue mentale qui rend la régulation émotionnelle beaucoup plus difficile. Il devient alors indispensable d'instaurer des moments d'ancrage. Les premières minutes de la journée sont particulièrement déterminantes. Le cerveau, encore entre veille et sommeil, est plus réceptif. Si l'on nourrit cet instant de calme, de respiration consciente, d'intention claire, on oriente l'ensemble de la journée. Quelques minutes suffisent pour rappeler à l'esprit qu'il n'est pas obligé de courir derrière chaque stimulation. La guérison émotionnelle commence souvent par ces gestes simples et répétés. Non pas parce qu'ils sont spectaculaires, mais parce qu'ils reprogramment progressivement la relation à soi. Au lieu d'être entraîné par chaque pensée, on apprend à revenir à un point de stabilité. Ce point devient une base à partir de laquelle on peut observer ses réactions sans s'y perdre. La troisième leçon concerne la relation aux émotions elles-mêmes. Beaucoup de personnes veulent guérir, mais refusent de ressentir pleinement ce qu'elles portent en elles. Elles cherchent à analyser, à comprendre, à expliquer, mais elles évitent de traverser l'émotion. Or, une émotion non vécue ne disparaît pas. Elle se transforme en tension chronique, en irritabilité, en fatigue inexpliquée. Une émotion possède une durée biologique relativement courte si on ne l'alimente pas mentalement. Ce qui la prolonge, c'est le récit que l'on construit autour d'elle. Une remarque devient une humiliation durable parce qu'on la rejoue intérieurement. Une déception devient une preuve d'incompétence parce qu'on la généralise. Ainsi, la pensée ravive sans cesse la réaction physiologique. Apprendre à nommer précisément ce que l'on ressent change déjà la dynamique. Dire intérieurement « je ressens de la tristesse » ou « je ressens de la peur » active des zones du cerveau liées à la régulation. C'est un phénomène étudié en neurosciences. Mettre des mots sur l'émotion réduit son intensité. On cesse d'être submergé, on devient témoin. La quatrième leçon touche à un phénomène moins visible mais très répandu, l'attachement au drame. Cela peut paraître paradoxal, mais l'être humain s'habitue à certains états émotionnels, même inconfortables. Lorsqu'on a longtemps vécu dans la tension, le calme peut sembler étrange, presque inquiétant. Le corps s'est habitué à des niveaux élevés de stress. Il finit par considérer cette agitation comme normale. Cela explique pourquoi certaines personnes recréent inconsciemment des conflits, procrastinent jusqu'à générer de l'urgence ou amplifient des problèmes mineurs. Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une fidélité inconsciente à un état familier. Guérir suppose alors d'accepter la sobriété émotionnelle, d'apprendre à tolérer la tranquillité sans chercher à la saboter. Cette transition demande du courage. Le silence intérieur confronte à soi-même. Il ne distrait pas, il ne dramatise pas, il révèle, mais c'est précisément dans cet espace apaisé que la créativité, la lucidité et la reconstruction deviennent possibles. La cinquième leçon s'articule autour des limites. Tant que l'on accepte que son énergie soit constamment sollicitée par les attentes des autres, la guérison reste fragile. Dire oui à tout, répondre immédiatement à chaque demande, vouloir satisfaire chacun, cela disperse l'attention et nourrit le ressentiment. Poser des limites claires n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de cohérence. Chaque limite posée est une déclaration silencieuse. Mon énergie a de la valeur. Lorsque l'on protège son temps, son sommeil, ses moments de réflexion, on protège aussi sa stabilité émotionnelle. Sans cet espace,
l'esprit reste envahi et la guérison n'a pas de terrain pour s'enraciner. La 6e leçon est souvent sous-estimée parce qu'elle semble évidente, presque banale, le repos. Dans une culture qui valorise l'agitation permanente, ralentir peut donner l'impression de perdre du temps. Pourtant, un esprit épuisé ne peut pas se réguler correctement. Le manque de sommeil altère directement la capacité de la partie rationnelle du cerveau à modérer les réactions émotionnelles. Lorsque l'on dort mal, l'amygdale devient plus réactive, les pensées négatives plus envahissantes, les décisions plus impulsives. Beaucoup cherchent des solutions complexes à leur instabilité émotionnelle, alors que leur système nerveux est simplement saturé. Le véritable repos ne consiste pas seulement à cesser de travailler. Il implique de réduire la stimulation constante. Faire défiler des contenus pendant des heures n'apaise pas le cerveau, cela le maintient dans un état d'excitation fragmentée. Au contraire, marcher sans écouteurs, s'asseoir en silence, contempler sans objectif précis permettent au système nerveux de revenir à un équilibre plus stable. La guérison émotionnelle exige donc une hygiène mentale quotidienne, le soir par exemple. Les pensées avec lesquelles on s'endort influencent la qualité du sommeil et l'état intérieur du lendemain. Prendre quelques minutes pour revisiter sa journée sans se juger, reconnaître ce qui a été accompli, identifier une intention pour le lendemain, ce sont des gestes simples qui réorientent l'esprit. Au lieu de ruminer, on clôture. La 7e leçon concerne l'action. Il existe une illusion tenace selon laquelle comprendre suffit. On analyse ses blessures, on identifie ses schémas, on lit, on réfléchit. Tout cela est utile mais insuffisant. L'action modifie le cerveau d'une manière que la réflexion seule ne peut produire. Lorsqu'on agit malgré la peur, même à petite échelle, on envoie un signal puissant. Je suis capable d'influencer ma réalité. Ces actions n'ont pas besoin d'être spectaculaires. Un pas concret, répété chaque jour, créer une dynamique nouvelle, consacrer un temps précis à un projet, engager une conversation importante, demander un conseil, apprendre une compétence. Chaque micro-engagement renforce la confiance en sa capacité d'évolution. L'estime de soi ne naît pas de l'auto-affirmation abstraite, elle naît de l'expérience répétée de sa propre efficacité. Il est également essentiel de transformer le dialogue intérieur. La voix critique qui commente chaque erreur devient à force une prophétie auto-réalisatrice. Observer cette voix, la questionner, la remplacer par une formulation plus juste et plus bienveillante ne relève pas de la naïveté. C'est un travail de précision. On ne remplace pas une pensée dure par un optimisme artificiel, mais par une interprétation plus équilibrée. Peu à peu, ce changement de ton intérieur modifie la posture face aux défis. On ne se définit plus par ses échecs, on les intègre comme des informations. Cette nuance est décisive. Elle transforme la relation à l'erreur et donc la relation à la progression. Il reste encore à relier ces leçons dans une vision d'ensemble et à évoquer l'exercice concret qui permet d'ancrer ce travail dans le corps. Toutes ces leçons prennent leur pleine puissance lorsqu'elles s'inscrivent dans une vision claire de l'avenir. Sans direction intérieure, l'esprit se disperse. Il traite chaque stimulation comme équivalente, chaque problème comme urgent. Avoir une vision ne signifie pas construire un scénario rigide. Cela signifie définir avec précision le type de personne que l'on souhaite devenir et la qualité de vie que l'on veut incarner. Le cerveau possède un système de filtrage extrêmement sophistiqué. Il sélectionne, parmi l'immense quantité d'informations disponibles, celles qui correspondent à nos priorités implicites. Lorsqu'une intention est floue, ce filtre reste désorganisé. En revanche, lorsqu'une image intérieure devient précise, cohérente, émotionnellement investie, le cerveau commence à repérer des opportunités auparavant invisibles. Ce phénomène n'a rien de mystique. Il repose sur la cohérence entre attention, émotion et répétition. Décrire son avenir idéal avec des détails concrets modifie la manière dont on perçoit le présent. Comment souhaite-t-on se sentir au réveil ? Quel type d'échange veut-on entretenir ? Quelle contribution veut-on apporter ? Quelle valeur veut-on incarner au quotidien ?
Ces questions obligent à clarifier ses priorités. Cette clarté devient ensuite un critère pour trier ses pensées, ses engagements et ses décisions. Visualiser régulièrement cette direction renforce les circuits neuronaux associés à cette identité émergente. Le cerveau ne distingue pas totalement une expérience intensément imaginée d'une expérience vécue. Se projeter avec précision prépare le terrain biologique du changement, mais cette projection doit toujours être accompagnée d'actions concrètes, même modestes. Sans action, la vision se transforme en fuite. Il faut également évoquer un obstacle discret mais puissant, la dépendance au récit de victime. Tant que l'on s'identifie principalement à ses blessures, on protège inconsciemment ce récit. Il offre une forme de cohérence et parfois même une justification à l'inaction. Sortir de cette posture ne signifie pas nier la souffrance. Cela signifie refuser qu'elle définisse l'ensemble de son identité. À ce stade, une pratique simple mais exigeante peut transformer la relation aux émotions. Lorsqu'une vague émotionnelle surgit, au lieu de l'analyser immédiatement ou de la repousser, on s'accorde un espace précis d'observation, environ 1 minute et demie. Durant ce court laps de temps, on nomme l'émotion, on ralentit la respiration, puis on observe les sensations corporelles sans construire d'histoire autour d'elles. Respirer lentement, en allongeant l'expiration, active le système nerveux parasympathique responsable de l'apaisement. Pendant ces quelques instants, l'objectif n'est pas de supprimer l'émotion, mais de l'autoriser à circuler, sans commentaire intérieur, sans dramatisation. La plupart des réactions physiologiques diminuent naturellement lorsqu'on cesse de les alimenter mentalement. Répéter cet exercice dans des situations modérées entraîne progressivement le cerveau à ne plus se laisser capturer automatiquement. Un espace s'ouvre entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace se construit une nouvelle liberté. Il reste à consolider l'ensemble en reliant discipline, douceur et constance pour éviter de retomber dans les anciens schémas. Ce qui détermine réellement la transformation, ce n'est pas l'intensité ponctuelle, mais la constance. Beaucoup entreprennent un changement avec enthousiasme, puis abandonnent dès que l'effort devient inconfortable. Le cerveau, lui, évolue par répétition. Chaque pratique régulière renforce un circuit, chaque interruption prolongée laisse l'ancien schéma reprendre sa place. Il ne s'agit donc pas de viser la perfection, mais la continuité, pour certains jours, seront fluides. L'attention sera stable, les émotions plus légères, les décisions plus claires. D'autres jours, l'esprit résistera. Il cherchera les distractions familières, les pensées anciennes, les réactions automatiques, et ces moments ne sont pas des échecs. Ils font partie du processus. C'est précisément dans ces instants de résistance que se construit la solidité intérieure. Revenir à la pratique, même brièvement, consolide le nouveau chemin neuronal. La guérison émotionnelle implique également une redéfinition de la réussite. Avancer ne signifie pas ne plus ressentir de tristesse ou de peur, cela signifie ne plus être gouverné par elle. La maturité émotionnelle ne consiste pas à supprimer les vagues, mais à apprendre à naviguer. Plus l'on développe cette capacité d'observation, plus la réactivité diminue et plus la réponse devient choisie. Un autre élément souvent négligé est l'environnement social. Les conversations répétées, centrées sur la plainte, la comparaison constante, l'absence de perspective de croissance influencent profondément l'état intérieur et l'esprit est perméable. S'entourer de personnes qui valorisent la responsabilité, la réflexion et l'évolution facilite considérablement le travail intérieur. Sans rompre brutalement avec quiconque, il devient essentiel de sélectionner consciemment les influences que l'on laisse entrer. Progressivement, une transformation subtile s'opère. Le dialogue intérieur se modifie, les limites deviennent plus naturelles, l'attention se stabilise plus rapidement, les émotions traversent sans s'installer durablement. Ce changement n'est pas spectaculaire de l'extérieur, mais il est radical à l'intérieur. Il redonne une sensation de cohérence et d'alignement. Guérir émotionnellement ne revient pas à effacer le passé. Cela revient à changer la relation que l'on entretient avec lui. Les souvenirs ne disparaissent pas, mais ils cessent d'être des déclencheurs permanents. Ils deviennent des éléments intégrés dans une histoire plus large, une histoire dans laquelle on n'est plus uniquement la victime des circonstances, mais l'auteur
de ces réponses, il reste un point fondamental à rappeler pour éviter toute illusion. Cette liberté intérieure se construit jour après jour. Elle demande une vigilance douce, une discipline sans brutalité et surtout une décision renouvelée, décider que l'on ne veut plus vivre en pilote automatique, décider que l'on accepte de traverser l'inconfort du changement, décider que l'on mérite une relation plus apaisée avec soi-même. Lorsque l'on rassemble ces 7 leçons, une évidence apparaît: la guérison émotionnelle n'est pas une quête spectaculaire, mais une reconquête silencieuse. Elle ne transforme pas la vie en un instant, elle transforme la posture intérieure à partir de laquelle on vit chaque instant. Et cette posture change tout: diriger son attention au lieu de la laisser se disperser. Accueillir les émotions au lieu de les fuir, accepter le calme au lieu de rechercher inconsciemment le drame, poser des limites claires pour protéger son énergie et respecter le repos comme une nécessité biologique. Agir malgré l'incertitude. Transformer son dialogue intérieur. Ces principes semblent simples. Leur puissance vient de leur application répétée. Beaucoup attendent une motivation parfaite avant de commencer. Cette attente prolonge l'immobilité. L'action précède souvent la motivation. Lorsque l'on s'engage dans un geste concret, même modeste, une dynamique nouvelle se crée, l'esprit constate le mouvement et ajuste progressivement son récit intérieur. On cesse de se voir comme quelqu'un de bloqué. On commence à se percevoir comme quelqu'un en chemin. Il est important de rappeler que la douleur émotionnelle ne disparaît pas parce qu'on la nie, ni parce qu'on la combat. Elle s'apaise lorsqu'on lui retire le carburant de la répétition mentale. Chaque fois que l'on choisit d'observer plutôt que de réagir automatiquement, on affaiblit un ancien circuit. Chaque fois que l'on revient à la respiration, que l'on clarifie une intention, que l'on agit malgré la peur, on renforce une nouvelle trajectoire. À long terme, ces ajustements quotidiens modifient profondément l'identité. On ne se définit plus par ses blessures passées, mais par sa capacité actuelle à répondre différemment. Cette nuance est essentielle. Elle redonne un sentiment de dignité intérieure, elle transforme la relation à soi et, par extension, la relation aux autres. Il arrive un moment où l'on regarde en arrière et l'on constate que les mêmes situations ne déclenchent plus les mêmes réactions. L'émotion est là, mais elle ne submerge plus. La pensée surgit, mais elle n'est plus crue immédiatement. Et ce décalage est le signe que le travail porte ses fruits, et ce n'est pas l'absence de difficulté, c'est la présence de liberté. Au fond, guérir émotionnellement revient à accepter une responsabilité intime, celle de choisir encore et encore la direction de son esprit. Personne ne peut faire ce travail à notre place, mais personne ne peut non plus nous empêcher de le commencer. La transformation ne repose pas sur un événement extérieur, elle repose sur une décision intérieure renouvelée chaque jour. Et c'est peut être cela, finalement, la véritable maturité. Comprendre que l'on ne maîtrise pas tout ce qui nous arrive, mais que l'on peut apprendre à maîtriser progressivement la manière dont on y répond. Dans cet apprentissage patient se trouve une paix plus solide que n'importe quelle solution rapide. Une paix construite, consciente, incarnée. Si vous le souhaitez, je peux maintenant vous livrer une analyse stratégique complète de ce script. Niveau de rétention, tonalité, positionnement pour un canal d'arc philosophique et axe d'optimisation pour le rendre encore plus magnétique.